دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، معاون پیشین پارلمان اروپا. شورای ملی مقاومت ایران همان سازمانی است که می‌تواند انتقال از دیکتاتوری به سوی دموکراسی را هدایت کند. ژان پیر برار، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه: ما فرانسوی ها می دانیم که بازگشت حکومت های سلطنتی هرگز موفقیت آمیز نبودند. می گویید نه؟ بروید از ارواح لویی 18 شارل دهم یا لویی فیلیپ بپرسید. وظیفه ما حمایت از ایرانی ها در این مرحله مبارزه است. سرناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت: زنان ایران می‌خواهند رژیم زنستیز آخوندها را سرنگون کنند. مریم رجوی به عنوان یک زن مسلمان همواره بر این تاکید داشته است: نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. سسیل ریهاک، نماینده مجلس ملی از گروه اکثریت رنسانس و رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک: خطاب به آنهایی که امروز در ایران هستند و مبارزه می کنند و جان خود را از دست می دهند، تکرار می کنم که این آنها هستند که تاریخشان را می نویسند و ما راه دیگری نداریم جز این که در کنار آنها باشیم. Merci, Madame la Présidente. Chers amis, d'abord, je vais exprimer mon accord à tout ce que Ingrid a dit. J'ai eu des expériences pareilles en relation avec les mouvements de la résistance iranienne et elle a expliqué parfaitement ce que nous tous qui ont collaboré avec la résistance, nous avons expérimenté. À cette occasion, je voudrais vous parler brièvement de 3 choses. La première, c'est l'existence d'une vraie alternative démocratique au régime criminel, terroriste et théocratique de l'Iran. La deuxième, c'est l'opportunité unique qui nous offre le soulèvement que le peuple iranien mène avec si de fierté et de courage depuis 5 mois après l'assassinat de Mahsa Amini. Et la troisième chose, c'est partager avec vous mon expérience personnelle au Parlement européen sur les méthodes que le régime utilise pour influencer le Parlement et le cercle politique et diplomatique de l'Occident. Sur la question de l'existence d'une vraie alternative, l'organisation que je préside, In Search of Justice International Committee, nous avons publié récemment un livre qui est déjà traduit en français sur la vraie nature de cette soulèvement, de cette révolution. Une alternative, une vraie alternative au régime dictatorial de Mollah doit avoir certaines caractéristiques, certains attributs qui sont d'abord organisation et structure, parce que la lutte est une lutte à mort. Le régime tue, élimine physiquement ses opposants. Et pourtant, une vraie alternative doit être bien structurée, bien organisée et doit avoir un réseau de membres et aussi de sympathisants
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Une deuxième caractéristique est le soutien national et international. Pour qu'une alternative au régime iranien soit vraiment effective, il faut que dans les pays, le peuple iranien soutienne cette résistance. Et aussi que à l'extérieur, l'alternative, eux, en soutien de beaucoup de personnes, politiciens ou pas, dans tous les milieux de la société, qui font son combat à côté de la résistance, de l'alternative. Aussi un leadership compétent, déterminé, dévoué, et un plan d'action clair pour l'avenir. Les révolutions qui ont eu lieu en Iran dans l'histoire contemporaine, ils n'ont pas réussi parce que ce leadership était absent. Et l'existence d'un leader qui soit accepté, qui soit respecté, qui a vraiment la capacité de diriger est essentielle pour que l'alternative puisse réussir. Aussi, l'alternative doit être plurielle, c'est-à-dire doit inclure des représentants d'un éventail de tendances et de convictions politiques au sein de la société. Cette alternative doit inclure des gens de gauche, de libéraux, de conservateurs, de croyants, de pas croyants, de laïcs, pour inclure toute la pluralité de la société iranienne et aussi les minorités ethniques, parce que de ce point de vue, l'Iran est un pays très, très divers, très pluriel. Kurdes, Arabes, Baloutchis, tous les groupes ethniques de l'Iran. Et aussi, cette alternative doit rejeter toute forme de dictature, soit la dictature du Shah, soit la présente dictature de Mollah. Et sur ce point, je voudrais éclairer une chose. Nous tous qui soutenons le Conseil national de la résistance iranienne et Mme Rajavi, nous ne voulons pas remplacer la présente dictature par un autre autoritarisme dirigé par une autre personne. C'est pas ça. Et nos amis du Conseil de résistance iranien ont expliqué très clairement qu'ils sont préparés pour piloter la transition de la dictature à la démocratie. Ça veut dire que pour éviter le chaos en Iran, si le régime tombe, il faut qu'une organisation forte, patriotique, intelligente, pilote la transition. Parce que sinon, ça serait le désordre total. Et le Conseil national de la résistance iranienne est vraiment l'organisation qui peut piloter cette transition à la démocratie. Bien, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est l'opportunité unique que nous avons maintenant de renverser ce régime. Il y a 5 mois que tous les jours, les Iraniens sortent dans les rues et risquent sa vie contre le régime, le peuple iranien. Et ça dure depuis 5 mois et tous les jours ça continue. Pourtant, il y a une pression très forte
sur le régime qui vient de l'intérieur. Il faut une pression aussi forte de l'extérieur. Il faut une combinaison de cette pression du peuple à l'intérieur de l'Iran, combinée avec une pression extérieure. Et qui doit faire cette pression? Les gouvernements occidentaux. C'est une évidence. Le régime iranien est un des pires ennemis de l'Occident. Un ennemi mortel. Maintenant, nous avons l'opportunité, parce que le régime ne peut pas résister à cette double pression, de l'intérieur et de l'extérieur. Pourtant, il faut comprendre ça et il faut faire cette pression. L'opportunité est vraiment unique et ça serait très, très peu intelligent de ne pas la profiter. Et la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est mon expérience personnelle au Parlement européen sur les méthodes que le régime utilise pour influencer dans le milieu politique, parlementaire et diplomatique en Europe. Vous avez tous entendu parler du Qatar Gate, n'est-ce pas? Et du Morocco Gate, et tous ces gates qui sont arrivés au Parlement européen. Je veux dire que j'étais très surpris parce que j'étais là 15 ans, je n'ai jamais vu une chose pareille, mais bien. À propos du Qatar Gate, le Parlement a donné beaucoup d'attention aux possibles réseaux d'influence de pays tiers sur le Parlement. Et cette enquête a dévoilé qu'il y avait aussi un Iran Gate. Et en particulier, il y avait un conseiller d'un groupe politique du Parlement, un groupe politique. Il y avait un groupe politique où un conseiller de ce groupe, ça veut dire un fonctionnaire du Parlement, était recruté par le régime iranien et il a travaillé pour le régime pendant 13 ans. Et nous l'avons identifié. J'ai dénoncé ça à la Direction générale de sécurité du Parlement, au président du Parlement. Mais, vous savez, rien n'a passé. Et maintenant, cette personne a été identifiée à propos de toutes ces enquêtes qui se sont développées au Parlement et il a été renvoyé et ce réseau a été éliminé. Pourtant, il faut faire très attention, tous les parlementaires et les diplomatiques qui travaillent en Europe, parce que le régime est très habile et a ses agents infiltrés dans les différents organes politiques de l'Europe. Ce sont les trois choses que je voulais vous dire. Et pour finir, je vais répéter ça. On ne peut pas laisser passer l'opportunité unique que nous avons maintenant de transformer la dictature iranienne en une vraie démocratie. Merci beaucoup. Et nous avons une histoire, on ne vient jamais de nulle part. Et cette histoire nous dit qu'il y a des valeurs fondamentales, celles qui sont gravées dans le marbre ici, par l'entrée principale, où il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Allez la relire, elle éclaire toujours les jours d'aujourd'hui, y compris quand ça va mal. Vous allez
la relire et vous retrouverez le moral, l'espérance, l'espoir et savoir qu'il faut toujours regarder devant, quelles que soient les difficultés du moment. Parce que certes, les sensibilités sont différentes, mais les convictions sont communes quand ça touche l'essentiel. Et Philippe a cité le général de Gaulle. Il faut tenir. Et Ingrid, tout à l'heure, disait Mariam Rajavi ne s'est jamais rendue, de Gaulle non plus. Et vous savez, les États, et je pense à l'avenir de l'Iran, à l'avenir avec nos amis de l'OMPI, parce que précisément, ce n'est pas un petit vent qui souffle, mais la bourrasque. Et comme le disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'OMPI qui pense à l'après-Mollah. Il y a tous ceux qui ont des intérêts, qui sont sensibles, il y en a certains, ils sont sensibles au meilleur parfum. D'autres, c'est à l'odeur du pétrole. Et donc, on prépare l'avenir. Et l'après, eh ben, ils y pensent, ces gens-là. Et ils y pensent depuis longtemps. Mais au nom de l'État, il y en a, ils sont prêts à toutes les compromissions. Je veux raconter une autre anecdote, vérifiable, hein, tout ça. Ce n'est pas des rêves de la nuit dernière. Dominique de Villepin, il était en réunion à Téhéran avec ses homologues iraniens. Et là, on cause affaires sérieuses. Du côté iranien, il faut se débarrasser de l'OMP. Et du côté français, il faut faire du business. Mais à un moment donné, surtout un parlementaire, hein, il n'est pas tenu au silence. Jean Jaurès, grande figure de cette maison, disait ce qui est révolutionnaire, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et j'étais un jour sur un plateau de radio avec un ancien ambassadeur de France à Téhéran quand Dominique de Villepin était là-bas pour discuter. Et par ces indiscrétions, je savais qu'il y a un sujet qui préoccupait beaucoup le gouvernement français, c'était faire de la place à Total pour non pas sortir de la terre de l'eau minérale, bien sûr, hein, face à BP, qu'il fallait éliminer. Et à la radio, je dis, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous me confirmer qu'au cours de cette rencontre, il fut question de la place de Total au détriment de BP? Et à la sortie, il ne m'a pas répondu, bien sûr, mais à la sortie de l'interview, l'ambassadeur m'a dit, vous avez été très dur avec moi. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, c'était vrai ou c'était pas vrai? Et là, un silence, vous savez, comme il doit exister dans les profondeurs de l'espace, assourdissant. Donc c'était une confession déjà. Tout ça pour vous dire qu'ils pensent à l'après, tous ces gens-là. Tous ceux qui ne pensent qu'au sous, pas au bien de l'humanité, pas au droit d'être heureux, pas au droit d'apprendre, pas au droit de se soigner, mais accumuler, accumuler, accumuler. Eh bien, ils sont déjà à l'œuvre pour essayer de préparer les solutions de demain, sans le peuple iranien, sans tenir compte des sacrifices consentis par ce peuple qui a arrosé de son sang la terre perse, qui donne droit à chacun de ceux qui vivent sur ce sol d'être libres demain. Eh bien, il y en a qui font du vélo parmi vous. Alors vous savez, quand on fait du vélo, il faut gonfler les chambres à air, hein, sinon vous sentez les chaos, c'est terrible. Mais quand la chambre à air est un peu vieille, à ce moment-là, il peut y avoir des crevaisons. Et quand votre vélo est crevé, qu'est-ce que c'est très embêtant, surtout si vous êtes dans une côte, et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de la réparer. Et avec quoi répare-t-on les trous dans une chambre à air? Avec une pièce de caoutchouc qu'on appelle une rustine. Eh bien, il y en a qui ont trouvé des rustines. Mais ils n'ont pas bien étudié l'affaire. Parce que quand une chambre à air est percée souvent, vous ne pouvez pas faire rouler le vélo seulement avec des rustines. Alors là, ils ont trouvé une rustine de luxe, une rustine royale, le fils du chat. C'est pas une très bonne idée, vous savez. Nous, Français, on sait que les restaurations
Ça n'a jamais été un grand succès. Demandez aux mannes de Louis XVIII et de Charles X, puis après de Louis-Philippe, puis après de Napoléon, que Victor Hugo amoureusement appelait le Petit. Tout ça, ils ont fini dans ce que André Chassaigne appelait les poubelles tout à l'heure. Après, les poubelles, vous savez, c'est comme dans ma ville de Montreuil et Neuilly. Il y a des poubelles de luxe et des poubelles de pauvres. Bon, là, ceux que j'ai cités, c'était plutôt des poubelles de luxe. Mais le chat, même si c'est le fils, même si c'est une poubelle de luxe, ça serait quand même une poubelle. Mais nous avons le devoir, vraiment, d'être solidaires du peuple iranien jusqu'au bout. Parce que, vous savez, souvent, ce ne sont pas ceux qui font l'histoire qui en profitent, mais ce sont ceux qui l'écrivent, c'est-à-dire le vainqueur, comme les Américains dont je parlais tout à l'heure, après coup. Et ils l'écrivent, évidemment, qui a le beau rôle? Ce sont ceux qui ont volé le résultat du combat. Et je pense que notre devoir à nous, c'est de soutenir les Iraniens dans cette phase que je pense finale de la lutte. Finale, ça ne veut pas dire courte, mais où la victoire est au bout du combat, mais aussi aider le peuple iranien, et là, à l'étranger, les amitiés extérieures de l'Iran sont très importantes, laisse le peuple iranien décider librement de son avenir en empêchant nos gouvernants de mettre les doigts dans le pot de confiture, parce que les intérêts sont forts. Hein. Regardez d'ailleurs qui souscrit dans les campagnes électorales. Moi qui participe à la lutte contre les sectes, je suis retrouvé accusé de soutenir une secte, pas n'importe laquelle, la gourelle étant Mariam Rajavi. Or, évidemment, tout ça c'est mensonge. On nous a attaqués. Mais dans les Écritures, Ingrid, je pars sous ton contrôle, il est dit quelque part, on ne jette pas de fruits, on ne jette pas de pierre, pardon, à l'arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce que tu valides? Ainsi soit-il. Donc, voilà, faites attention, pensons à aujourd'hui, soyons solidaires, mais pensons à demain, pour que le peuple qui a versé son sang puisse vivre libre en levant la tête et en élevant ses enfants d'après leurs convictions, la liberté sur tous les plans, la liberté de croire, de ne pas croire, une femme égale un homme, le droit de pouvoir vivre de son travail, d'être éduqué et d'être soigné. Si on participe à ça, nous aurons fait ce que nous devions faire. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, en tant que membre de la résistance iranienne, je voudrais vous parler du rôle des femmes dans le soulèvement actuel. Tout le monde sait que la répression des femmes a déclenché la dernière révolte en Iran et que les femmes sont en première ligne depuis le début. Le monde entier admire les femmes iraniennes pour le courage dans le soulèvement contre l'apartheid sexuel. Ce n'est pas un phénomène soudain, il y a une histoire derrière. D'ailleurs, l'objectif des femmes iraniennes n'est pas de demander tel ou tel droit. Elles veulent changer le régime misogyne des mollahs dans sa totalité. En fait, le statut et l'égalité des femmes est un point central de notre résistance depuis 37 ans. Dans son bilan annuel de la lutte contre le régime de Mollah en 1985, l'organisation du Moudjahidine du peuple, la principale force du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, tire la conclusion que pour lutter contre un régime misogyne, le mouvement de résistance doit avoir des opinions complètement opposées, reconnaître le véritable statut des femmes, en particulier à la direction politique, et mettre en pratique ces égalités totales.
Par conséquent, une femme, Mariam Rajavi, est devenue le secrétaire général de l'OMPI. Briser ce tabou a été le début d'une complète transformation dans les relations internes de l'OMPI. Sous sa direction, une génération de femmes est arrivée aux responsabilités. Cette place de femmes dans la résistance iranienne ne concerne pas seulement quelques cas isolés, mais toutes les femmes. C'est pourquoi elles ont inspiré les Iraniennes à croire qu'elles peuvent et doivent jouer le rôle historique contre ce régime. Par ailleurs, plus de moitié des membres de notre Parlement en exil sont des femmes. Le CNRI est le seul mouvement en Iran qui, dès le début, a proposé un bilan et publié un programme sur toutes les questions fondamentales de l'Iran. Il a adopté le plan sur la liberté et les droits des femmes il y a 35 ans. C'est en raison de cette histoire que ces femmes iraniennes sont aujourd'hui la force, l'avant-garde et comme le reconnaît le régime lui-même, les leaders du soulèvement actuel. Par manque de temps, je n'ai pas donné le détail des luttes et des sacrifices des femmes, de la résistance dans les prisons et les salles de torture du régime où elles ont souffert le plus triple torture physique et mentale pendant toutes ces années, mais elles ont tenu bon. Par conséquent, je voudrais souligner que le désir des femmes iraniennes est la égalité complète avec les hommes, mais elles savent très bien que la liberté vestimentaire, l'égalité et leurs droits sociaux, économiques et politiques ne viendront qu'avec la chute de ce régime. C'est pour cette raison que, dès le premier jour du soulèvement, elles ont scandé « À bas la dictature » et « À bas Khamenei » et avec voile ou sans voile, en avant vers la révolution. Oui, les Iraniennes veulent renforcer le régime misogyne de Mollah. Mariam Rajavi, en tant que femme musulmane, a toujours insisté sur non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire. Pour finir, je vous appelle toutes et tous à la solidarité avec notre peuple et sa révolution démocratique comme vous l'avez toujours fait. Il faut reconnaître les droits des femmes et des hommes d'Iran à la résister à ce régime brutal et à se défendre. Je vous remercie. Un très grand merci. Pour conclure, ça va être pour moi en fait difficile de conclure après tous les propos, toutes les belles paroles qui ont été dites, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilité, beaucoup d'histoires, des choses très profondes, des prises de parole, surtout, je pense, qui sont toutes empreintes en fait de la même volonté farouche de signifier que nous sommes aux côtés de la cause iranienne, et surtout de dire que toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, bien entendu, sont aux côtés des personnes qui font ce soulèvement, de cette révolution, mais surtout aux côtés de la résistance iranienne, résistance qui existe depuis 40 ans. Et ce côté historique, vous êtes plusieurs à l'avoir soulevé, est extrêmement important, et aussi important pour moi. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'humanisme, et nous avons aussi rappelé notre triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Vous en avez beaucoup développé, Madame Mathias, et je vous en remercie. Moi, je voudrais revenir sur le dernier mot, simplement, fraternité. Parce qu'aujourd'hui, si la France est aux côtés de l'Iran, si les parlementaires que nous sommes sont aux côtés des Iraniens, qu'ils soient sur le sol français, mais qu'ils soient aussi sur le sol iranien et partout dans le monde, c'est bien entendu dans ce grand esprit aussi de fraternité. Il n'y a pas d'humanité sans fraternité, et ça je le dis vraiment avec énormément de conviction et avec toutes les valeurs profondes que cela représente.
Une dernière chose, nous les plus jeunes, on va dire, nous avons en effet tout de suite été victimes de cette instrumentalisation. Et en effet, dès que nous avons commencé à prendre la parole pour soutenir le mouvement de la résistance iranienne, de l'OMPI, et donc de Madame Maria Rajavi, oui, c'est vrai que tout de suite, d'un seul coup, il s'abat sur vous des insultes, des injures, des choses qu'on ne maîtrise pas au début. Et c'est vrai que là, c'est tout à force des convictions. Et donc, nous allons balayer ces injures, ces insultes, ces mensonges. On va les laisser de côté. Parce que comme nous avons été un grand nombre à le dire à cette tribune, c'est nous qui avons raison. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui écrivez l'histoire. Et je le redis à ceux qui sont en Iran aujourd'hui, qui se battent et qui meurent, qu'en effet, c'est eux qui écrivent leur histoire. Et nous ne pouvons être que à leur côté, avec un profond respect pour ce qu'ils font. Merci à tous.